Investissement européen dans les vols habités. LAV-5 en approche de la station. LAV a été conçu, en 1987, alors que commençait à poindre l'idée d'une station spatiale internationale destinée à succéder au complexe russe Mir. En 1994, l'ESA et la Russie ont envisagé la possibilité d'utiliser ce véhicule pour une nouvelle station. La décision de le construire a été prise en octobre 1995, et les travaux de développement ont débuté l'année suivante. Le programme AV s'inscrivait dans le cadre d'un accord de compensation conclu entre l'ESA et ses partenaires internationaux, qui prévoyait que l'Europe contribuait à sa part des coûts d'exploitation de l'IS, en fournissant des équipements et systèmes indispensables. L'AV faisait partie de la flotte de ravitailleurs de l'IS, comme le Progress et le Soyouz russe, le HTV japonais, et les véhicules commerciaux américains Dragon et Sinew. Orion. Les connaissances acquises par l'ESA et l'industrie européenne grâce à la conception, la construction et la conduite des missions complexes réalisées par l'AV ont été déterminantes dans la participation de l'ESA au véhicule Orion de la NASA, qui emportera des astronautes sur la Lune et au-delà. Les partenaires industriels de l'ESA ont déjà entamé la fabrication du module de service européen, successeur technique de l'AV et élément critique d'Orion, qui apportera puissance, air et propulsion lors du vol d'essai prévu en 2017. C'est avec fierté que nous contemplons nos réalisations dans le cadre du programme AV, a déclaré Thomas Retter, directeur vol habité et opération. Nous espérons pouvoir appliquer avec succès, lors des futures missions d'exploration, qui feront appel au module de service européen du véhicule Orion, l'expérience et les compétences acquises au cours de la conception, de la fabrication et de l'exploitation des 5 AV. Espace. Posté par Isabelle le samedi 14 février 2015 à minuit. Direct. L'AV-5 se sépare de la Station Spatiale Internationale le 14 février. AV-5 is rentré dans l'atmosphère. Centre de contrôle de l'AV au CNES de Toulouse. Crédit, CNES/M. Pédousseau, 2014. C'est une histoire d'amour de plus de 15 ans, qui va finir ce samedi 14 février, avec le désamarrage du vaisseau AV-5 Georges Lemaître de la Station Spatiale Internationale. Suivez les opérations, en direct de l'IS et du centre de contrôle du CNES de Toulouse, à partir de 14h10, Paris. Ce sera la dernière occasion de voir des images de l'AV en vol. Le CNES a commencé à travailler sur le centre de contrôle du véhicule européen AV, Automated Transfer Vehicle, dès 1998. Le lancement du premier modèle, Jules Verne, a eu lieu en 2008, et depuis les défis opérationnels se sont succédés pour les ingénieurs de l'AVCC, AV Control Center, situé au CNES de Toulouse. Mais tout programme a une fin. Les équipes ESA CNES ont montré leur capacité à piloter des opérations spatiales très complexes, les amarrages, les phases attachées, des transferts de cargaison vers l'IS, ou encore des changements d'orbite, les désamarrages et enfin les rentrées et désintégrations dans l'atmosphère de 5 véhicules AV. Le undocking de l'AV-5 sera très particulier pour 2 raisons. C'est le dernier et il sera effectué avec un pan inédit à bord. Une chaîne électrique ne répond plus comme prévu depuis quelques jours, et même si les systèmes du véhicule sont redondés, la séquence d'activité de ce samedi sera exécutée plus soigneusement que jamais. Une deuxième panne serait très contraignante pour la suite normale des opérations. La rentrée dans l'atmosphère du véhicule aura lieu 24 heures après le désamarrage, dimanche soir. L'AV se désintégrera avec 2 tonnes de déchets provenant de la station. Après 6 mois de phase attachée, le centre de contrôle va suivre un scénario de rentrée nominale. Une rentrée, à plat, avait été programmée avec la NASA, pour simuler le retour futur de l'IS, mais elle nécessitait des conditions idéales. La décision de revenir à une rentrée classique a été prise cette semaine. C'est la dure loi de l'espace. Il nous reste à profiter des images de cette ultime mission AV dans un programme commenté de près d'1 heure. Rendez-vous samedi après-midi à partir de 14h10, Paris. Espace. Posté par Adrien le jeudi 12 février 2015 à midi. Rosetta, où est Philae et quand se réveillera-t-il? Rosetta Philae comète 67P. Depuis son atterrissage, sur la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko le 12 novembre dernier, 2014, Philae, qui a pu effectuer une série de mesures, avant d'épuiser ses batteries,
ne nous a pourtant pas révélé sa position précise. Où en sont les recherches? La sonde, qui va effectuer prochainement un survol rapproché, pourra-t-elle le repérer? Philae pourra-t-il se réveiller? Que deviennent les mesures qu'il a effectuées avant de s'endormir? Où est Philae et pourra-t-on le localiser précisément? Depuis l'atterrissage de Philae le 12 novembre 2014, celui-ci ayant rebondi, on le pense, par 3 fois, un des objectifs est de pouvoir repérer Philae en images, et de déterminer ainsi sa localisation finale. L'instrument conçu a été à cette fin d'un grand secours, permettant de réduire la zone de recherche à une aire de 200 mètres, par 20 située sur le petit lobe de la comète. Une recherche spécifique autour de cette zone, à partir des images de l'instrument OSIRI, n'a pas encore permis de déterminer la position exacte de Philae. Série de 19 images prises par la caméra OSIRI durant la descente de Philae vers la surface de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, le 12 novembre 2014. Le temps indiqué ici est le temps GMT. Copyright ESA/Rosetta/MPS4, OSIRI Team MPS/1/LAM/IA/SO/INTA/UM/DASP/IDA. La descente ainsi que le premier rebond, sur le site d'Agilkia, ont été bien suivis, par la caméra petit champ d'OSIRI, l'ANAC 2, pour narrow angle camera. L'équipe a également identifié ce qu'elle pense être l'atterrisseur dans une photographie prise en grand angle, avec la VAC, wide angle camera, 2 heures plus tard au-dessus d'une vaste dépression du petit lobe de la comète appelée Admei. L'image a été utilisée, pour guider les efforts de localisation de l'atterrisseur, et a fourni une base, pour reconstruire sa trajectoire. Selon les données de l'instrument ROMAP de Philae, voir cet article de l'ESA, un premier rebond aurait eu lieu à 16h20. Au total donc, les instruments à bord de Philae ont enregistré successivement 4 contacts, dont le contact final, qui a eu lieu à 17h32, UTC. Le site de l'atterrissage final a été nommé Abydos, puisque Agilkia reste le nom du site initialement prévu pour l'atterrissage, celui du premier contact. Bien que les images envoyées par SIVA, voir l'exemple ci-dessous, donnent des informations quant à la nature du sol environnant, on ne peut en tirer des indications sur la zone précise où se trouve l'atterrisseur, une confirmation visuelle reste tout de même nécessaire. Copyright ESA/Rosetta/Philae/SIVA. Les campagnes de recherche menées par OSIRI en novembre et en décembre 2014, depuis une distance variant entre 18 et 28 km du sol cométaire, n'ont pas permis de localiser Philae, quand bien même ces campagnes ont ciblé, pour le passage au-dessus de la zone, les heures pendant lesquelles Philae est éclairée par le Soleil. Notons que la trajectoire prévue initialement pour l'orbiteur immédiatement après l'atterrissage de Philae, aurait pu permettre de bonnes conditions de visibilité, si ce dernier s'était bien arrimé sur la zone d'Agilkia. L'image ci-dessous est un exemple d'image utilisée dans la recherche de l'atterrisseur. Concernant la série réalisée à 18 km d'altitude, les images ont été prises par paire, une image avec un filtre orange, et l'autre avec un filtre bleu, pour tirer avantage de la réflexion des panneaux solaires de Philae, qui diffère de celle de son environnement. Néanmoins cela est insuffisant, d'autant qu'à cette distance Philae ne peut représenter que 3 pixels sur les images. Et pourtant, les ingénieurs et les chercheurs ont cherché à l'œil une tache de 3 pixels, mais malheureusement ce genre de tache est abondant sur les images que la comète renvoie à OSIRI notamment à cause des nombreux blocs qui la recouvrent. Une mosaïque légèrement retaillée compose de 4 images prises par la narrow angle camera d'OSIRI le 13 décembre 2014, à une distance de 20 km environ du centre de la comète. Copyright ESA/Rosetta/MPS4, OSIRI Team MPS/1/LAM/IA/SO/INTA/UM/DASP/IDA. Il faut savoir cependant que la sonde effectuera, le 14 février prochain, un survol à une altitude basse de 6 km. Ce survol permettra tout d'abord d'obtenir des images et des spectres avec une résolution encore jamais atteinte pendant la mission, ainsi que de prélever des échantillons de la région interne de la comète, ce qui permettra aux scientifiques de mieux connaître ses caractéristiques et la manière dont elle se développe. Programmé plusieurs mois à l'avance, comme toutes les opérations scientifiques de la mission, ce survol n'est pas dédié au repérage de Philae, il s'effectuera d'ailleurs plutôt au-dessus du plus gros lobe. Si nous n'aurons probablement pas d'images de Philae, ce survol promet toutefois de belles images en perspective.
Après ce passage en Rasmoth, la sonde sera de nouveau loin de la comète, et ne pourra tenter une nouvelle recherche du lander, que beaucoup plus tard dans la mission, et peut-être même seulement l'an prochain. Quoi qu'il en soit, connaître la position du lander n'est pas requis pour le commander astérisque, et donc pour qu'il fasse les mesures souhaitées. Par contre, la connaissance du site permettrait bien de planifier les futures expériences. Astérisque, notons tout de même que l'instrument qu'on sait effectue une sorte de radiographie, en analysant la forme du signal reçu après que celui-ci se soit propagé à travers le noyau de la comète, de Philae jusqu'à la sonde et inversement. À ce titre, il est donc utile de connaître le mieux possible la position de Philae, pour tirer une analyse plus fiable des signaux mesurés. Mais cette information pourra être incluse, a posteriori des prises de données. Quand Philae se réveillera-t-il? Il ne s'agissait pas simplement d'appuyer sur un interrupteur, pour qu'aussitôt la science et les observations redémarrent. Sur le site originellement prévu, à Gilkia, Philae devait recevoir un ensoleillement de 6h30 par journée cométaire, avec des températures devenant trop élevées pour son bon fonctionnement dès la fin du mois de mars 2015. Mais, au mois de novembre dernier, sur le site d'Abydo, où il se trouve finalement, l'ensoleillement est plus restreint et les batteries n'étaient en charge que durant 1h20 par jour cométaire, soit 1h20 toutes les 12 heures. En effet, l'inclinaison de l'appareil et donc des panneaux solaires, ainsi que les ombres qui se portent sur lui ne sont pas les plus favorables. C'est donc finalement un peu l'inverse qui est attendu, puisque ce ne sera probablement qu'à partir de fin mars, que Philae recevra suffisamment de lumière, pour lui permettre de redémarrer. À condition néanmoins, et on l'espère, que les systèmes à l'intérieur de Philae aient survécu aux basses températures, qu'il endure actuellement, ce qui est assez probable, étant donné qu'il supporte en principe des températures allant jusqu'à -80°C. Il pourra redémarrer, mais par contre il n'aura vraisemblablement pas encore à disposition la puissance suffisante pour assurer des transmissions avec Rosetta. Il faudra attendre pour cela le mois de mai ou juin 2015, la puissance minimale nécessaire est de 17 watts. Il lui faudra encore du temps supplémentaire pour que ses batteries soient à pleine charge et permettent la reprise des activités scientifiques complètes, mais cela lui laisse finalement une chance d'être aux premières loges pour le Perrielli, point le plus proche au Soleil, à l'occasion duquel l'activité de la comète sera maximale. D'ores et déjà les équipes préparent le programme des activités instrumentales qui suivraient le réveil. Même si Philae devait ne pas se réveiller, il a pu effectuer sa première séquence de mesures, et même mieux, récolter des informations à différents points de la comète, grâce à ses rebonds. Nous attendons donc avec impatience les images qu'Ossiri va prendre à l'occasion du survol du 14 février, mais aussi les données scientifiques déjà récoltées par Philae et dont l'analyse sera livrée prochainement. Rosetta est une mission de l'ESA impliquant plusieurs agences spatiales nationales, dont le CNES pour la France. Philae est le fruit d'un consortium européen placé sous le leadership de l'agence spatiale allemande, DLR. Le CNRS et plusieurs universités françaises sont impliquées à divers titres, et sur de nombreux instruments, à travers notamment la participation de leurs laboratoires. Énergie. Posté par Adrien le dimanche 1er mars 2015 à midi. Communication entre bactéries, et production de biohydrogène. Biohydrogène, biomasse, batterie. La production de biohydrogène, un biocarburant de troisième génération, à partir de la dégradation de la biomasse, constitue une opportunité pour la production d'énergie renouvelable, sans émission de gaz à effet de serre. Sa maîtrise nécessite d'élucider les mécanismes des interactions microbiennes. L'équipe de Marie-Thérèse Giudici-Orticoni du laboratoire de bioénergétique et ingénierie des protéines, en collaboration le laboratoire de biotechnologie de l'environnement, a mis en évidence des interactions physiques et métaboliques au sein d'un consortium bactérien impliqué dans la dégradation de la biomasse. Ces interactions permettent aux bactéries de se développer dans des conditions de stress nutritionnel, et augmentent la production de biohydrogène. Ces travaux, publiés dans la revue Nature Communication, ouvrent la voie à de nouvelles approches pour la production contrôlée de biohydrogène à partir de la biomasse. Figure, l'échange de matériel cytoplasmique entre C.acétorbutylicum et des vulgaris conduit à une production de dihydrogène, H2, plus importante par C.acétorbutylicum. C.acétorbutylicum
est marqué par la calcéine, en vert, des vulgaris marqués par mchéri, en rouge. La couleur jaune indique la présence des deux fluorophores au même endroit dans la bactérie. Échelle égale 4 μm. Copyright M. Giudici. /i. Le métabolisme bactérien est, en général, abordé par l'étude de systèmes modèles, se développant en culture pure, en conditions optimales, ou dans des conditions très spécifiques de stress. Ces travaux ont largement contribué à la compréhension des grandes voies métaboliques. Toutefois, dans la nature, ces conditions idéales n'existent pas et les bactéries sont soumises à différents stress et coexistent avec d'autres, formant une société avancée, impliquée, entre autres, dans les grands cycles géochimiques, carbone, soufre, azote. Les interactions métaboliques mises en place font que le phénotype de cette communauté ne correspond pas au génotype des éléments qui la constituent. Dans des environnements anaérobies, la dégradation de la biomasse, qui conduit à la production de biogaz, fait intervenir différentes espèces, et nécessite un couplage et une synchronisation métabolique forte, afin d'optimiser cette dégradation, en évitant tout effet d'inhibition. Afin de mieux appréhender ces processus, les chercheurs ont constitué un consortium synthétique de 2 bactéries, Clostridium et 2 sulfovibrio, présentes dans les consortia impliqués dans la dégradation de la biomasse. Ces 2 bactéries sont connues, l'une, Clostridium, comme étant responsable de la production d'hydrogène, via la fermentation des sucres, l'autre, 2 sulfovibrio, comme étant impliquée, en fonction des conditions environnementales, dans la production ou la consommation d'hydrogène. Dans des conditions environnementales telles qu'une seule des 2 bactéries, Clostridium, puisse se développer en culture pure, l'imagerie de fluorescence a permis aux chercheurs de démontrer l'existence d'interactions physiques entre les 2 bactéries, interactions associées à un échange de molécules cytoplasmiques, qui permettent la croissance des 2 bactéries simultanément dans le consortium. L'ajout des substrats spécifiques de chacune des bactéries conduit à la disparition de ces interactions, démontrant que ces interactions sont liées au stress nutritionnel. Ces travaux novateurs soulignent de plus qu'il s'agit là d'un comportement générique, lors d'un stress nutritionnel, en conditions anaérobies. En parallèle, une analyse métabolique démontre que ces interactions ont un impact sur le flux de carbone dans Clostridium, et conduisent à une production de biohydrogène 3 fois plus importante, 5 fois plus rapide et beaucoup plus stable dans le cadre du consortium comparé à celle d'une culture pure. Ces modifications métaboliques suggèrent que la compréhension du métabolisme et de sa régulation au sein de consortia bactériens offre une voie d'ingénierie écologique des écosystèmes bactériens, au moins aussi efficace, voire plus, que ceux obtenus par mutagénèse, pour contrôler et modifier les voies métaboliques pour la production de biogaz. Ces travaux, en plus de leur rapport à la compréhension fine du fonctionnement d'un consortium bactérien, ouvrent donc une perspective majeure dans le domaine de la production de biohydrogène, biocarburant de 3e génération. Ils permettent en effet d'envisager une conduite raisonnée, et optimiser des processus microbiens ancrés sur la connaissance des métabolismes et des interactions entre populations. Alors que cette approche était inimaginable quelques années auparavant, les progrès réalisés à venir dans les domaines de la physiologie et du contrôle métabolique permettent d'obtenir des réponses sur le fonctionnement et le contrôle d'un écosystème complexe. Énergie. Posté par Adrien le jeudi 5 février 2015 à minuit. Des enzymes bactériennes pour convertir le CO2 en source d'énergie. Enzymes bactériennes CO2 acide formique formiate déshydrogénase. Copyright à Magalon. Des chercheurs du CEA, du CNRS et des Marseille Université décrivent le mécanisme d'activation d'enzymes bactériennes qui transforment naturellement le CO2 en acide formique, composé à forte valeur énergétique. La description du mécanisme d'activation de ces enzymes, les formiates déshydrogénase, 2. FDHS, représente une avancée importante pour développer, à terme, des biotechnologies appliquées aux énergies renouvelables. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Communication. Les formiates déshydrogénase, FDHS, sont des enzymes qui transforment le CO2 en acide formique, CH2O2, chez de nombreuses bactéries. Ce dernier est utilisé pour alimenter certaines piles à combustible, ou pour stocker de l'hydrogène, ce qui fait de lui un composé d'un grand intérêt dans le domaine des énergies renouvelables.
La transformation du CO2 en acide formique requiert des enzymes FDHS sous forme active. Leur activation passe par la fixation d'un atome de soufre, sulfuration, sur un composé, appelé cofacteur hémolybdène, qui s'intégrera ensuite dans le site actif des FDHS. Plus précisément, l'atome de soufre est conduit jusqu'au cofacteur, par une protéine chaperon, 3, dont le mode d'action, déterminant pour activer les FDHS, et donc transformer le CO2, était jusqu'alors inconnu. Des chercheurs du CEA, du CNRS et des Marseille Université, ont réussi à décrypter le mécanisme de sulfuration du cofacteur hémolybdène, chez la bactérie Escherichia coli grâce à une approche multidisciplinaire associant des techniques de biologie structurale, de biochimie et de biologie moléculaire. D'une part, ce cofacteur est une molécule très fragile, de l'autre, le soufre inorganique est hautement réactif. Dans ce contexte, il a été mis en évidence un mécanisme permettant de coupler le transfert protégé du soufre et la fixation du cofacteur hémolybdène sur une même protéine chaperon. Selon le modèle décrit par les chercheurs, le soufre navigue à travers un tunnel traversant le cœur de la protéine chaperon, tunnel qui relie d'un côté la protéine donneuse de soufre et de l'autre, le cofacteur hémolybdène. Le cofacteur ainsi soufré peut s'intégrer dans le site actif des FDHS. Ces enzymes sont dès lors capables de catalyser la transformation du CO2 en acide formique. Sur cette figure, le soufre produit à partir de L-cystéine navigue à travers un tunnel traversant la protéine chaperon, pour atteindre le cofacteur hémolybdène fixé de l'autre côté de la protéine. Une fois le cofacteur hémolybdène soufré, celui-ci est disponible pour les FDHS et permet ainsi leur activité. Copyright à Magalon. Ces travaux permettent une meilleure compréhension d'une étape clé dans la production de FDHS sous forme active et offrent de belles perspectives dans le développement d'applications en biotechnologie dans le domaine des énergies renouvelables. Rappel. Il existe actuellement plusieurs types de piles à combustible. Certaines sont composées d'une membrane échangeuse de protons qui permet, à partir d'acide formique et d'oxygène, de créer de l'énergie, en rejetant notamment de l'eau et du CO2. On parle de Direct Formic Acid Fuel Cell. Grâce à la réduction du CO2 en acide formique, via le rôle clé joué par les formiates déshydrogénases, il serait possible d'alimenter des piles à combustible, et ainsi favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables. Note 1. Institut de biologie environnementale et biotechnologie. 2. Les formiates déshydrogénases sont un ensemble d'enzymes qui catalysent l'oxydation du formiate de dioxyde de carbone. 3. Protéines dont le rôle est d'assister d'autres protéines pour favoriser leur maturation. Autre sujet. Posté par Adrien le mercredi 7 janvier 2015 à midi. Les Incas polluaient aussi leur atmosphère. Période post-industrielle pollution atmosphérique Inca. Jusqu'ici les chercheurs pensaient que la pollution de l'air, par des activités humaines dans l'hémisphère sud, datait seulement de la période post-industrielle, soit il y a moins d'un siècle. Or une équipe du laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement, CNRS/Université de Toulouse, dirigée par François de Vlichover, vient de mettre en évidence qu'en Amérique du Sud, la pollution atmosphérique remonte au moins du temps des Incas, qui ont exploité le cuivre et l'argent dans le sous-sol des Andes jusqu'au début du XVIe siècle. Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion, en étudiant la chimie des métaux dans une tourbière au Chili. Les détails sont publiés dans la revue Plozone de fin octobre. Ouverture d'un sondage de tourbe, par F. de Vlichover et collègues. Copyright Gaël Leroux. Certes, les quantités de contamination décelées dans notre étude sont de 10 à 100 fois moindres que celles émises de nos jours. Ceci dit, elles sont significatives, souligne le biogéochimiste Gaël Leroux. Les tourbières, véritables archives environnementales, peuvent enregistrer les dépôts de particules atmosphériques pendant plusieurs millénaires. Pour arriver à leurs résultats, les chercheurs se sont intéressés à une tourbière du parc naturel de Caruquinca, en terre de feu chilienne. L'équipe a foré jusqu'à 4,5 mètres de profondeur dans cette dernière. Ainsi, ils ont obtenu une carotte de tourbe renfermant des poussières, qui se sont déposées pendant les 8000 dernières années. Ensuite, ils ont étudié les teneurs, en métaux de la carotte, centimètre par centimètre, grâce à des techniques de spectrométrie de masse.
Celles-ci permettent de déterminer la composition de la tourbe ainsi que les isotopes du plomb, véritable signature de l'origine de ce métal, naturel ou lié à l'activité humaine. Leurs résultats ont mis en évidence des augmentations de la teneur en cuivre, plomb et étain à certaines périodes correspondant aux phases de développement des civilisations précolombiennes andines. La signature isotopique du plomb confirme l'origine minière et distante de ces métaux provenant de la métallurgie précolombienne dans les Andes. Nos données indiquent que les particules polluantes ont voyagé sur près de 4000 km depuis leur lieu d'émission, via des courants atmosphériques allant du nord vers le sud, précise Gaël Leroux. C'est la première fois qu'une équipe de scientifiques démontre un tel transport longue distance de métaux des Andes, jusqu'à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Énergie. Posté par Isabelle le mardi 6 janvier 2015 à minuit. Les chutes de tension dans les nouveaux composés, pour batteries et chutes de potentiel nouvelles batteries. Pourquoi observe-t-on des chutes de tension dans les nouveaux composés lamellaires pour batteries? Alors que les capacités théoriques des nouveaux composés de type NMC pour Ni, minute, Co. 1, riches en lithium sont prometteuses, 250 masses/G, soit 20% de plus que les technologies actuelles. Leur chute de potentiel, lors du cyclage bloque leur commercialisation, comme matériaux d'électrode, et les rend difficilement industrialisables. Des équipes du laboratoire chimie du solide et énergie, CNRS/Collège de France, et du laboratoire réactivité et chimie des solides, CNRS/Université de Picardie. 2. Viennent de lever le voile sur l'origine de cette chute de potentiel, en utilisant un composé modèle, structurellement proche et de capacités similaires. Leurs travaux sont publiés dans la revue Nature Matériale. Les derniers travaux sur ce sujet reliaient ces chutes de potentiel à des désordres structuraux dont l'origine et la nature restaient inconnues jusqu'à maintenant. Les chercheurs ont donc essayé de caractériser la structure locale et de suivre son évolution dans le temps, afin d'élucider clairement le lien entre désordres structuraux et chutes de potentiel. Pour y arriver, ils ont joué avec des substitutions chimiques, atomes de Ti/Sn, et Ru à la place des atomes de Ni, minute écho du composé d'origine. Les composés modèles utilisés ont été Li2Ru1NiO3 et Li2Ru1NiTiO3, choisis notamment parce qu'ils avaient la même structure que les composés NMC riches en lithium. L'utilisation de substituants, avec des rayons ioniques différents, pour donner une image, l'étain est une balle de tennis, si le titane est une balle de golf, permet de mettre en évidence l'impact de la taille des ions sur les aspects structuraux. Grâce à ces substitutions, les chercheurs ont découvert un désordre cationique massif, enclenché par la formation de groupements, peroxo, dans les feuillets cationiques. Lors de leur formation, ces groupes donnent naissance à des volumes libres libérant des chemins de migration dans lesquels les atomes voisins ne demandent qu'à s'engouffrer. Ceux-ci peuvent alors passer de sites octaédriques propres aux feuillets cationiques, à des sites octaédriques propres aux feuillets de Li. Mais pour y arriver, ces ions doivent d'abord passer par des sites tétraédriques intermédiaires. Or, les chercheurs ont visualisé, par microscopie électronique et transmission, qu'au cours des cycles de charge/décharge certains des cations restaient bloqués dans ces sites tétraédriques intermédiaires. Cette migration croissante d'une quantité significative d'ions Ti4+ des sites octaédriques aux sites tétraédriques au cours du cyclage a également été confirmée par analyse XPS. Pour les chercheurs, c'est cette redistribution électronique des ions bloqués dans les sites tétraédriques qui conduit à une diminution de leur activité électrochimique, et donc à la chute de potentiel observée. Grâce à cette étude fondamentale, les chercheurs ont progressé dans la compréhension d'un nouveau matériau très attendu par les industriels. Même si la chute de potentiel est intrinsèque à cette classe de matériaux, elle n'est pas incontournable. Les chercheurs ont proposé une chimie de substitution pour résoudre le problème, en utilisant des cations plus larges et donc difficilement piégeables dans les sites tétraédriques. D'autres solutions pourraient également émerger dans leurs recherches à venir. Note. 1. Ces composés ont pour formule chimique ligne 1 tiers co 1 tiers minute 1 tiers O2. 2. Ce travail est le fruit d'une collaboration associant les expertises analytiques du réseau RS2E, la plateforme européenne de microscopie de l'Université d'Antwerp, le centre RPE de Lille. Pour plus d'informations, voir Origin of voltage de quai, Unique Capacity Layer Redox Electrode. Énergie. Posté par Isabelle le dimanche 4 janvier 2015 à minuit.
Les chercheurs récupèrent la chaleur résiduelle de bas niveau. Batterie d'ammoniac réversible. Densité d'énergie de quelques accumulateurs. Illustration, Wikimedia Commons. Les chercheurs ont sans doute découvert une méthode efficace pour récupérer la chaleur résiduelle à bas niveau, comme électricité à l'aide de batteries d'ammoniac réversibles. La chaleur résiduelle de bas niveau est un artefact de nombreuses méthodes de production d'électricité. Dans les voitures, la chaleur résiduelle produite en hiver est détournée pour faire fonctionner le système de chauffage du véhicule, mais en été, la même chaleur résiduelle est libérée dans l'environnement. Les centrales nucléaires, de charbon et autres ont besoin d'une chaleur élevée pour produire l'électricité, mais après la production d'électricité, la chaleur résiduelle superflue est réacheminée autour de refroidissement pour se dissiper. Des chercheurs de l'Université de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis souhaitent capturer cette chaleur résiduelle, afin de produire davantage d'électricité. L'équipe utilise une batterie thermique, régénérative à base d'ammoniac composée d'électrodes de cuivre, avec un ajout d'ammoniac juste à l'anolyte, l'électrolyte entourant l'anode. Fang Zhang, un postdoctorant en génie environnemental de Penn State explique la procédure. La batterie durera jusqu'à la réaction, utilise l'ammoniac nécessaire pour la formation du complexe dans l'électrolyte à proximité de l'anode, ou épuise les ions de cuivre dans l'électrolyte à proximité de la cathode. Ensuite, la réaction cesse. En exploitant la chaleur perdue provenant d'une source extérieure, les chercheurs distillent l'ammoniac du fluide utilisé dans la chambre d'anolyte de la batterie, puis la rechargent dans la chambre de la cathode de la batterie. La vapeur liquide d'ammoniac peut convertir l'énergie thermique en énergie électrique dans la batterie. Science Daily rapporte les dires de Bruce Logan, professeur cap du département de génie environnemental à Penn State. L'utilisation de la chaleur résiduelle pour la production d'énergie permettrait la production d'électricité supplémentaire, sans consommation supplémentaire de combustibles fossiles. Les batteries thermiquement régénératrices sont une façon neutre en carbone de stocker et de transformer la chaleur résiduelle en électricité à un coût potentiellement plus faible que les dispositifs à l'état solide. Selon le rapport des chercheurs publié dans le numéro actuel de Energy and Environmental Science, nous présentons ici une batterie thermique, régénérative à base d'ammoniac très efficace, peu coûteuse et évolutive. Le courant électrique est produit à partir de la formation de complexes d'ammoniac de cuivre. Si nécessaire, la batterie peut être déchargée de façon que l'énergie chimique stockée soit convertie efficacement en énergie électrique. Engineering.com se souvient des problèmes des méthodes précédentes liées à la récupération de chaleur résiduelle à bas niveau. La quantité d'énergie produite dans, par exemple, un système utilisant de l'eau salée et moins salée pour produire de l'électricité était trop faible par rapport à la quantité d'eau utilisée. Le système de batterie à régénération thermique à base d'ammoniac peut convertir environ 29% de l'énergie chimique contenue dans la batterie en électricité, et peut à l'avenir être optimisé. D'après les nouvelles de Penn State, les chercheurs ont produit une densité de puissance d'environ 60 watts par mètre carré sur de nombreux cycles, affirmant que leur densité de puissance du système de batterie est de 6 à 10 fois supérieure à celle créée par d'autres systèmes de conversion d'énergie thermique électrique, centrés sur des liquides. Selon les chercheurs, la batterie à régénération thermique actuelle à base d'ammoniac n'est pas optimisée, donc modifier la pile pourrait produire plus d'énergie et réduire le coût des opérations des piles. En conclusion, l'augmentation de la densité de puissance a été observée par les chercheurs à la suite de l'augmentation du nombre de batteries dans le système, ce qui indique que le prototype peut être élargi pour le rendre commercialement viable. Pour plus d'informations voir Thermally Regenerative Ammonia Based Battery, for Efficient Harvesting, of Low Grade Thermal Energy, à Electrical Power. Posté par Isabelle le lundi 2 mars 2015 à minuit. Les nouveaux chiffres de l'Europe numérique. Internet l'Europe numérique. À quel point votre pays est-il numérique? Les nouveaux chiffres indiquent que des progrès restent à faire pour l'avènement d'une Europe numérique. Le numérique offre de nombreuses possibilités, qui n'attendent que d'être exploitées, pour bénéficier aux citoyens et aux entreprises de l'UE. Que ce soit pour faire des achats ou étudier en ligne, payer ses factures ou encore utiliser des services publics sur l'Internet, le web est la solution, si les bonnes conditions sont réunies. Telle est la conclusion d'un nouvel indice relatif à l'économie
et à la société numérique, Digital Economy and Society Index, élaboré par la Commission européenne. Selon les données, les États membres de l'UE ont des profils numériques différents, et les frontières restent un obstacle à l'établissement d'un marché unique numérique à part entière, l'une des grandes priorités de la Commission Juncker. Agenda numérique tableau de bord. Ce nouvel instrument présenté aujourd'hui offre un aperçu, par pays de la connectivité, à quel point le haut débit est répandu, sa rapidité et son coût, des compétences Internet, de l'utilisation de services en ligne, de la lecture des journaux aux achats en ligne, du degré de développement des différentes technologies numériques, factures électroniques, services d'informatique en nuage, commerce électronique, etc., et des services publics en ligne, comme l'administration et la santé en ligne. Les données portent essentiellement sur 2013 et 2014 et révèlent les différents niveaux de numérisation atteints en Europe, notamment en classant les pays les plus avancés dans ce domaine. Voici les principales conclusions de l'indice relatif à l'économie et à la société numérique. L'expérience numérique dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Les résultats varient entre les acteurs majeurs du numérique tels que le Danemark, avec un degré de numérisation de 0,68 sur 1, aux pays les moins performants comme la Roumanie, avec un degré de numérisation de 0,31. Vous trouverez des informations détaillées dans les fiches pays. La majorité des Européens utilisent régulièrement l'Internet. C'est le cas de 75% des Européens en 2014, contre 72% en 2013, de 93% des Luxembourgeois, et de 48% des Roumains. Les Européens sont désireux d'accéder à du contenu audiovisuel en ligne. 49% des Européens, qui vont sur l'Internet, jouent à des jeux ou en téléchargeant, ou alors téléchargeant des images, des films ou de la musique. 39% des foyers, ayant un téléviseur, regardent la vidéo à la demande. Les petites et moyennes entreprises, PME, sont confrontées à des obstacles, en matière de commerce en ligne. Seulement 15% des PME effectuent des ventes en ligne et, sur ces 15%, moins de la moitié le font au-delà des frontières. Les services publics en ligne sont une réalité quotidienne dans certains pays alors qu'ils sont quasiment inexistants dans d'autres. 33% des utilisateurs européens de l'Internet se servent de formulaires en ligne pour envoyer des informations aux autorités publiques. Ce chiffre s'élève à 69% au Danemark, contre 6% en Roumanie. 26% des médecins généralistes européens utilisent des prescriptions en ligne qu'ils transmettent aux pharmaciens par l'Internet, mais ce pourcentage varie de 100% en Estonie à 0% à Malte. Monsieur Andrew Ansip, vice-président pour le marché unique numérique, a déclaré: ces chiffres montrent que l'Europe devient un continent numérique, et que les Européens disposent de nouveaux services de grande qualité. La grande majorité des Européens utilisent l'Internet. Les citoyens veulent accéder à du contenu en ligne, nous devons leur faciliter la tâche. Un marché unique numérique peut leur donner un accès plus large, aider les entreprises à innover et à se développer, et renforcer la confiance dans les services en ligne tels que l'administration, ou les services bancaires en ligne. La Commission européenne contribuera à faire de cet objectif une réalité. Monsieur Guterres Ettinger, commissaire pour l'économie et la société numérique, a déclaré: l'indice numérique révèle que les citoyens ont radicalement changé leur manière de regarder des films. Ils suivent toujours leurs séries préférées à la télévision, mais un nombre considérable d'entre eux, 40%, regardent également la vidéo à la demande et des films en ligne. Nous devons nous adapter aux besoins des citoyens, et nous devons réfléchir à l'adaptation de notre politique. L'indice numérique est d'autant plus important que la Commission européenne élabore actuellement sa stratégie pour le marché unique numérique, attendue en mai. La stratégie vise à créer les conditions adéquates afin que les entreprises et les citoyens européens puissent mieux mettre à profit les possibilités considérables qu'offre la technologie numérique par-delà les frontières. En créant un marché unique numérique, l'Europe pourra générer jusqu'à 250 milliards d'euros de croissance supplémentaire et des centaines de milliers de nouveaux emplois au cours des 5 prochaines années. Contexte. L'indice combine plus de 30 indicateurs et applique un système de pondération pour classer chaque pays en fonction de son degré de numérisation. Il constitue l'outil analytique qui fournit la matière première de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique. Pour calculer la note globale d'un pays,
les experts de la Commission européenne attribuent une pondération spécifique à chaque groupe et sous-groupe d'indicateurs. La connectivité et les compétences numériques, capital humain, considérés comme les fondations de l'économie et de la société numérique, comptent chacun pour 25% de la note maximale est de 1. L'intégration de la technologie numérique représente 20% de la note, étant donné que l'utilisation des TIC par les entreprises est l'un des principaux moteurs de la croissance. Enfin, les activités en ligne, utilisation de l'Internet, et les services publics, en ligne comptent chacun pour 15% de la note. L'indice en ligne est un outil souple, et il permet à ses utilisateurs de tester des pondérations différentes, pour chaque indicateur, et de voir comment celles-ci ont une incidence sur le classement général. Les nouvelles données figurant dans l'indice publié seront utilisées dans le tableau de bord de la stratégie numérique, que la Commission européenne publie chaque année pour évaluer la manière dont les pays progressent vers la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie numérique pour l'Europe. Le prochain tableau de bord de la stratégie numérique est prévu pour l'été 2015. Pour plus d'informations voir Digital Economy and Society Index. Fiche pays. Agenda numérique tableau de bord. Multimédia. Posté par Isabelle le samedi 28 février 2015 à minuit. Premier robot à voler au gré du relief grâce à son œil bio-inspiré. Robot aérien Berotor, capteur de flux optique. Des chercheurs en biorobotique de l'Institut des sciences du mouvement, Étienne Jules Marais, CNRS/M Marseille Université, ont mis au point le premier robot aérien capable de suivre un terrain accidenté, sans accéléromètre. Baptisé Berotor, il règle sa vitesse et sait éviter les obstacles grâce à des capteurs de flux optique inspirés de la vision des insectes. Il peut ainsi se déplacer dans un tunnel, aux parois inégales et en mouvement, sans aucune mesure de vitesse ni d'altitude. Cette étude est publiée le 26 février 2015, dans la revue Bioinspiration et Commercial Biomimétique. Le robot Berotor, équipé d'un île inspiré des insectes. Copyright Expert et Commercial Ruffier, ISM, CNRS/AMU. Tous les aéronefs, des drones à la fusée Ariane, sont actuellement équipés d'accéléromètres, afin de connaître la direction de la gravité, et donc du centre de la Terre. Cela leur permet de mesurer leur degré de roulis et de tangage et, à partir de ces données, de stabiliser leur vol. Cet outil indispensable n'a pourtant pas son équivalent chez les insectes, qui volent librement sans ces informations. Les chercheurs Fabien Expert et Franck Ruffier se sont donc inspirés des insectes ailés, pour créer Berotor, un robot volant captif, capable pour la première fois d'ajuster sa vitesse, et de suivre le terrain, sans accéléromètre, ni mesure de vitesse et d'altitude. Avec ses 80 grammes, et ses 47 cm de long, il évite tout seul des obstacles verticaux dans un tunnel, dont les parois sont en mouvement. Pour cela, les chercheurs ont mimé l'aptitude des insectes à se servir du défilement du paysage, lors de leur déplacement. On parle de flux optique, dont le principe s'observe facilement en voiture. Sur l'autoroute le monde devant nous est assez stable, mais dès que l'on regarde sur les côtés, le paysage défile de plus en plus vite, jusqu'à atteindre un maximum à un angle de 90 degrés, par rapport à la trajectoire du véhicule. Pour mesurer le flux optique, Berotor est équipé de seulement 24 photodiodes, ou pixels, répartis sur le bas, et sur le haut de son île. Cela lui permet de détecter les contrastes de l'environnement et leurs mouvements. Comme chez l'insecte, la vitesse de passage d'un élément du décor d'un pixel à l'autre, va livrer la vitesse angulaire de défilement. Lorsque le défilement augmente, c'est que la vitesse du robot augmente ou que la distance, par rapport aux obstacles diminue. En guise de cerveau, Berotor dispose de 3 boucles de rétroaction, comme autant de réflexes, qui utilisent directement le flux optique. La première lui fait changer son altitude, pour suivre le plancher ou le plafond. La seconde gère la vitesse du robot, pour l'adapter à l'encombrement du tunnel dans lequel il navigue. Avec la dernière boucle, l'île se stabilise par rapport à la pente locale grâce à un moteur dédié. Cela permet au robot de toujours obtenir le meilleur champ de vision possible, indépendamment de son degré de tangage. Berotor évite alors des obstacles très pentus, confère vidéo, sans accéléromètre, ni mesure de vitesse et d'altitude. Cette technologie a fait l'objet d'un dépôt de brevet fin 2013. Berotor propose ainsi une nouvelle hypothèse biologiquement plausible, pour expliquer comment les insectes volent sans accéléromètre.
Les insectes ailés pourraient utiliser les indices du flux optique pour se stabiliser, grâce à des boucles de rétroaction similaires à celles du robot. Il existe également des applications industrielles à cette première mondiale. Les accéléromètres, et donc les centrales inertielles, 3, qui les contiennent, sont trop lourds et encombrants, pour les robots de toute petite taille. Avec une masse de l'ordre du gramme, ils ne conviennent pas à ces engins d'une dizaine de grammes, qui pourraient être utilisés, par exemple, pour inspecter les tuyauteries. Cette quête de la légèreté se retrouve également dans l'industrie spatiale, où chaque kilo envoyé hors de notre atmosphère a un coût considérable. Sans forcément remplacer les accéléromètres, des capteurs de flux optique pourraient servir de système de secours ultra-léger, en cas de défaillance, sur des missions spatiales. 4. Note. 1. Le robot, libre selon 3 degrés de liberté, tangage, élévation, avance, vole autour d'un axe auquel il est attaché par un bras, entraîné par le robot lui-même, voir la vidéo. 2. Une boucle de rétroaction, utilise la sortie d'un procédé, ici en flux optique, pour en calculer les entrées, ici les vitesses de chacun des rotors. On parle ici de boucle de rétroaction négative, qui amortit les variations du flux optique. 3. La centrale inertielle est un instrument utilisé en navigation, capable de traiter les mesures du mouvement d'un engin, accélération et vitesse angulaire, pour estimer son orientation, angle de roulis, de tangage et de cap. 4. Un aspect traité partiellement dans cet article sous presse. Suboptimal Lunar Landing GNC Using Non Gimbal Bio-Inspired Optic Flow Sensor, G. Sabiron, Terra Arijaona, L. Burlion, E. Kervandal, EBORNS CHLEGL ND Fruffier, Yetes, 2015. Multimédia. Posté par Isabelle le jeudi 26 février 2015 à midi. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Intelligence artificielle ordinateur. Illustration, Benoît Goujon. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, l'intelligence est d'abord, et avant tout la capacité de prendre des décisions, ce qui nécessite des connaissances, et ces connaissances peuvent être acquises par l'expérience, ou bien transmises directement, indique Yoshua Bengio, professeur titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. À l'origine, dans les années 50 et 60, le Britannique Alan Turing, et d'autres chercheurs ont tenté de reproduire l'intelligence, chez les machines en leur inculquant des connaissances précises. À l'époque, ils essayaient de transmettre directement ces connaissances à l'ordinateur, en lui demandant de résoudre des problèmes par la logique pure, croyant que l'être humain raisonnait uniquement de cette façon. C'est le concept de l'intelligence artificielle classique. Or, l'humain n'est pas que logique, il est aussi intuition. Et toutes ces connaissances ne sont pas explicites. C'est pourquoi l'approche classique n'a pas fonctionné. Aussi, à partir des années 80, les chercheurs ont adopté une démarche basée sur l'apprentissage automatique. Aujourd'hui, cette approche domine le monde de la recherche. L'ordinateur a besoin d'un bagage de connaissances, qu'il acquiert par lui-même grâce à des algorithmes, qui lui permettent d'ajuster graduellement des centaines de millions de paramètres au fur et à mesure qu'on lui montre un grand nombre d'exemples, poursuit M. Bengio, qui est aussi titulaire de la chaire industrielle, CRSNG Ubisoft en apprentissage de représentation pour les jeux vidéo immersifs. Un algorithme, c'est une commande passée dans un langage compréhensible pour l'ordinateur. Un algorithme d'apprentissage informe la machine sur la manière de se modifier quand on lui présente, disons, des images dans le but de mieux les interpréter à l'avenir. Champs d'application de l'intelligence artificielle. Les champs d'application de l'intelligence artificielle, IA, sont nombreux. Par exemple, les moteurs de recherche tels Google utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour interpréter nos requêtes et proposer des documents, des images, des vidéos et les publicités qui se rapprochent le plus de nos champs d'intérêt personnels, illustre Yoshua Bengio. Même chose pour les téléphones mobiles qui, grâce à l'intelligence artificielle, proposent la reconnaissance de la parole, l'une de ces évolutions récentes. L'IA est aussi employée dans les secteurs bancaires, pour évaluer le risque lié à l'attribution d'un crédit, ou pour détecter la fraude, militaire, systèmes autonomes tels que les drones, médical, aide au diagnostic, et ludique, jeux vidéo, entre autres. Pour sa part, Yoshua Bengio oriente ses recherches
vers un sous-domaine appelé « apprentissage de représentation profonde », qui a connu un essor phénoménal au cours des dernières années. Nous essayons de permettre à l'ordinateur de représenter ce qu'il perçoit afin qu'il comprenne son environnement de façon plus abstraite, comme le font les êtres humains, explique-t-il. Concrètement, nous sommes récemment parvenus à ce que l'ordinateur, maîtrise de modalités, soit l'image et le langage, c'est-à-dire qu'il soit capable de décrire par écrit ce qu'il voit sur une image. Nous effectuons de très grandes avancées, mais pour des tâches bien définies, conclut-il. Nous sommes encore loin, très loin, des degrés de performance, et des capacités cognitives des humains, et même des plus petits animaux. Une souris demeure encore plus intelligente qu'un ordinateur muni d'une intelligence artificielle. Vie et Terre. Posté par Adrien le mardi 24 février 2015 à midi. Un robot endoscopique, pour la chirurgie laser des cordes vocales. Robot endoscopique chirurgie cordes vocales. Dans le cadre d'un projet européen, l'Institut Fontossin, UC/CNRS/ANSM/UM, et le CRU de Besançon, avec leurs partenaires, relèvent un nouveau défi microtechnique au service de la santé. Le robot endoscopique, pour la chirurgie des cordes vocales, premier prototype européen du genre, vient de passer les tests précliniques. Interface chirurgien robot développé dans le cadre du projet Muralp, par l'Istituto Italiano di Tecnologia, et Leibniz Universito a Nove. Copyright El Godard/UC. La chirurgie des cordes vocales concerne les lésions cancéreuses, essentiellement liées au tabac, 3,000 nouveaux cas par an, mais aussi, de plus en plus souvent, des lésions bénignes chez les personnes, qui sollicitent beaucoup leur voix. Elles nécessitent, afin de garantir la préservation de la voix du patient, une précision de l'ordre de 50 à 100 micromètres, environ le diamètre d'un cheveu. Or, à l'heure actuelle, la chirurgie utilise un laser dont la source est située à 40 cm de la bouche du patient, ce qui limite sa maniabilité et la précision du geste. Par ailleurs, le chirurgien opère à travers un microscope, et le tissu à traiter doit donc être dans le champ de visée, ce qui implique une position très inconfortable pour le patient, source de douleurs cervicales post-opératoires. Pour pallier ces inconvénients, le projet européen, RALP, 1, porté par l'Institut italien des technologies, et associant entre autres l'Institut Fontossin et le CRU de Besançon, développe un robot dédié à la chirurgie assistée des cordes vocales. Ce nouveau dispositif consiste en un endoscope flexible, qui permet de visualiser les cordes vocales, et d'amener la source laser à l'intérieur du patient, à 20 mm de sa cible. Véritable défi microtechnique, l'endoscope proposé embarque des éclairages en lumière froide, 2 caméras miniatures, pour assurer une vision en 3D, un laser chirurgical doublé d'un laser, qui fait office de pointeur pour le chirurgien, et enfin, le micro-robot de 1 cm qui va, grâce aux images fournies par les caméras, guider ces lasers le long de la trajectoire de référence dessinée par le chirurgien directement dans l'image à l'aide d'une tablette tactile. Grâce à une technique de fluorescence, des filtres aideront à déterminer s'il existe une zone cancéreuse au niveau de la lésion, et augmenteront la précision du geste. Avec ce nouveau procédé, le chirurgien devrait obtenir une précision de l'ordre d'une centaine de micromètres. Après de nombreuses étapes techniques de recherche et de développement, des essais précliniques sont effectués sur des cadavres à l'Institut d'anatomie de l'Université de Franche-Comté, pour la validation du concept du prototype actuel. Les essais de ce jour portent sur l'insertion de l'endoscope, la visualisation 3D, l'ergonomie du poste de travail et le guidage laser. À terme, ce dispositif médical apportera une véritable valeur ajoutée à la phonochirurgie, chirurgie de la voix. En outre, les dispositifs conçus dans le cadre du projet RALP pourront être utilisés dans d'autres systèmes robotiques chirurgicaux. Ainsi, l'Institut Fontossin et le CRU travaillent déjà à la conception d'un endoscope pour la microchirurgie laser du tube digestif. Note 1. RALP, prononcé, micro-RALP, Microtechnology and System for Robot Assisted Laser Phonosurgery, phonochirurgie. Laser assisté par microrobotique. En savoir plus, www.microralp.eu. Multimédia. Posté par Adrien le mercredi 18 février 2015 à midi. Le cyberdépendant type, a 30 ans et vit chez ses parents. Cyberdépendance jeu en ligne. La plupart du temps, les sujets cyberdépendants
passaient plus de 66 heures par semaine sur Internet. Mais certains y consacraient jusqu'à 188 heures par semaine. Photo, Istoc. Les personnes cyberdépendantes présentent des symptômes physiques et psychologiques analogues à ceux qu'engendrent les autres problèmes d'accoutumance, et les cliniciens devraient orienter leur traitement selon leur expérience relative à d'autres dépendances. C'est la conclusion qui se dégage d'une étude publiée récemment dans la revue Santé mentale au Québec, et menée conjointement par Louise Nadeau, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal, Magali Dufour, de l'Université de Sherbrooke, et Sylvie Gagnon, du CSSS du Nord de la Naudière. L'étude a été réalisée à la demande de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. La classification de la cyberdépendance ainsi que la façon de la traiter ne font pas consensus, précise d'entrée de jeu Louise Nadeau. Tandis que les chercheurs jugent, à raison, prématuré de l'intégrer comme trouble psychiatrique, des personnes s'autodéclarent cyberdépendantes et demandent de l'aide. Madame Nadeau et ses collègues ont donc cherché à dresser le portrait des personnes cyberdépendantes, qui se présentent dans les centres de réadaptation en dépendance, CRD, pour y obtenir du soutien. Portrait type de l'individu cyberdépendant. L'étude de Madame Nadeau, Dufour et Gagnon repose sur une enquête effectuée auprès de 57 individus se disant cyberdépendants, et ayant fait appel au service d'un des seuls CRD établis sur le territoire québécois. Dans près de la moitié des cas, 46%, la demande de consultation faisait suite à une pression, ou des menaces de l'entourage, ou venait après que la personne eût ressenti une perte de contrôle dans l'utilisation d'Internet. Le cyberdépendant type, ayant pris part à l'étude est un homme, 88%, âgé de 30 ans en moyenne, sans conjoint, 73%, sans enfant, 77%, et vivant chez ses parents, 46%, ou en chambre, 22%. Malgré des études postsecondaires, 51%, il est moins actif sur le marché de l'emploi que la population, en général, et ses revenus sont inférieurs à la moyenne. La plupart du temps, il passait plus de 66 heures sur Internet, et ses activités en ligne étaient orientées vers les jeux de rôle multijoueurs, 58%, les sites de divertissement en continu, 35%, et les bavardoirs, communément appelés chatrooms, 30%. À noter que chez certains l'utilisation d'Internet pouvait atteindre jusqu'à 118 heures par semaine. S'il n'est pas la seule conséquence néfaste permettant de déterminer s'il y a dépendance sur le plan clinique, le temps passé sur Internet est un critère qui doit être pris en compte lors de l'entrevue diagnostique, souligne Madame Nadeau. Signe et effet de la cyberdépendance. Louise Nadeau. Nous avons constaté que, chez les participants, les problèmes associés à une utilisation excessive d'Internet présentent des similitudes avec ceux liés aux jeux pathologiques ou à la dépendance à l'alcool, tels la perte de contrôle, l'envahissement obsessionnel, les problèmes de sommeil, relationnels, d'emploi et même de sevrage, qui sont des signes cliniques qui caractérisent la dépendance, explique Louise Nadeau. Les 2/3, 66,6%, des sujets avaient une estime de soi faible ou très faible. Si peu d'entre eux montraient des symptômes de dépression clinique, presque la moitié, 46%, prenaient un médicament, psychotrope pour traiter un problème de santé mentale, et le tiers souffrait d'un problème de santé physique chronique. Lorsqu'ils étaient admis en CRD, leur détresse psychologique subjective n'était pas toujours élevée, mais la présence de plusieurs symptômes, ou comorbidités, était la règle plutôt que l'exception, indique la professeure de psychologie. Et, si l'utilisation excessive d'Internet a d'importantes conséquences sur la santé mentale, des répercussions au chapitre de la socialisation se font également sentir. À cet égard, une donnée s'avère très révélatrice pour évaluer si le recours abusif à Internet est une dépendance. Plus de la moitié des participants, 54%, rapportaient que leur vie en ligne était plus satisfaisante que leur vie en dehors du net, tandis que 26% considéraient que leur vie en ligne et leur vie réelle étaient aussi satisfaisantes l'une que l'autre. Il faut retenir que, dans l'ensemble, ces sujets devraient être considérés comme de vrais dépendants, puisqu'ils montraient des effets délétères suffisamment graves pour les inciter à demander de l'aide, et ce, dans des centres n'ayant pas encore élaboré une offre de services en cyberdépendance, conclut Louise Nadeau. Architecture.
Posté par Isabelle le lundi 23 février 2015 à midi. Sécurité des infrastructures publiques de grande taille. Genesy Pont Métro Grande infrastructure. Illustration. Genesy. Des chercheurs européens ont mis au point un système de détecteurs sans fil afin de surveiller la sécurité des infrastructures de grande taille. Ce nouveau système permet de réduire les coûts de construction et d'éviter les accidents graves dus à la vétusté de la structure. Les structures des immeubles peuvent être affaiblies à cause de séismes, de glissements de terrain, ou de défauts de construction résultant de techniques anciennes. Les effondrements de ces structures peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme par exemple, des décès, qui pourraient être évités, si l'on intégrait dès la construction des capteurs susceptibles de détecter précocement les problèmes. Le défi de sécuriser les infrastructures majeures, tout spécialement celles qui sont largement utilisées par la population comme les ponts, ou les monuments historiques, a conduit les chercheurs du projet Genesy, financé par l'UE, à concevoir un réseau de capteurs, sans fil pour surveiller l'état des structures. Les capteurs doivent fonctionner pendant toute la durée de vie de la structure, donc des dizaines voire des centaines d'années, explique le professeur Chiara Petrioli de la Sapienza Università de Rome, coordinateur du projet. Il s'agissait là du plus gros défi technique. Mais nous avons aussi constaté que l'installation des réseaux de détecteurs, pendant les travaux de construction, permettait de protéger les ouvriers, et au besoin de modifier la conception. Contrairement au système existant, les réseaux de capteurs de Genesy sont économiques en termes de déploiement et d'entretien et ne sont pas intrusifs. Ils disposent de leur propre alimentation, et continuent de fonctionner en cas de panne du réseau électrique, par exemple après un tremblement de terre. Ils conviennent aussi aux régions reculées qui ne sont pas reliées au réseau.